Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Politique.Guyane, autour bien évidemment des élections pour la future collectivité territoriale de Guyane. Nadine, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tous. Effectivement, ce soir, nous vivons notre dernier débat dans la formule actuelle, puisqu'à partir de la semaine prochaine, nous n'aurons que des candidats, et cette fois-ci officiellement déclarés en préfecture, avec nous. Ce soir, 4 invités donc. On commence par un visage nouveau peut-être. Tout à fait. Franceline Mathias, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez la liste Les Républicains, UDI Modem, conduite par Rémi-Louis Budoc. C'est exact, oui. Madame Létard, bonsoir. Bonsoir Nadine. Alors, vous êtes Félix. la tête de la liste Walloirie, Guyane Écologie. Absolument. Merci d'être avec nous. Walloirie, Guyane Écologie et APC. Et APC, de Saint-Laurent-du-Maroni. Boris Chonsit, bonsoir. Bonsoir, Vous êtes le représentant de la liste Guyane Rassemblement, conduite par Rodolphe Alexandre. Bonsoir Nadine Félix, oui, vous avez bien présenté les choses. Et puis Monsieur Changalong, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le représentant de la liste conduite par Alain Chenyong. Pour une Guyane audacieuse, nous paraît, tout à fait. Vous êtes Paris. Merci d'être avec nous en tout cas. Pas de problème. Voilà. Bon, on va entrer dans le vif du sujet, mesdames, messieurs. Avec le buzz de la semaine, après une cour assidue de différents leaders politiques, Sa Majesté de l'Ouest a en fait choisi son champion. Alain Chenyong a été préféré à tous les autres. En faisant cela, selon vous, Léon Bertrand, s'est-il positionné en incontournable? Tout d'abord, l'est-il vraiment? Est-il incontournable à l'Ouest? Écoutez, permettez-moi de ne pas être d'accord avec la présentation que vous avez faite de cette question-là. J'ai beaucoup entendu dire que les uns et les autres étaient allés prêter allégeance à Léon Bertrand dans l'Ouest. Ce n'est pas du tout la démarche qui était celle de Rodolphe Alexandre. Il n'y a pas d'allégeance, puisqu'il n'y a pas de baronnie ou d'empire à Saint-Laurent-du-Maroni. Il y a un maire... Alexandre, hein, Et on n'a pas parlé d'allégeance ce soir. On n'a pas parlé d'allégeance non plus. Oui, mais Pas encore. Ça a été dans le débat public ces derniers jours. J'ai entendu les déclarations de Mme Létard à Radio Pays à ce titre-là. Absolument. Il y avait un maire qui avait indiqué qu'il souhaitait voir les candidats. Certains ont fait le choix de ne pas y aller. Nous sommes allés. Nous considérons que le maire de Saint-Laurent-du-Maroni a apporté sa pierre au débat public. C'est dans ce cadre-là, et uniquement dans ce cadre-là, que nous avons répondu à son invitation. Ce n'est pas une sollicitation qui a été faite en termes de courtisans électoraux. Et dans ce cadre-là, il apparaît que M. Léon Bertrand a fait son choix, dont acte. Mais vous savez, la rencontre avec l'Ouest, c'est pas simplement avec le maire de Saint-Laurent, c'est avec toute la population de Saint-Laurent. Et c'est à ce titre-là que nous allons entrer en campagne, notamment dans l'Ouest, pour essayer de convaincre une majorité d'électeurs de cette région-là, bien de nous apporter leur suffrage. La question était, Léon Bertrand est-il incontournable à l'Ouest maintenant? Le maire de Saint-Laurent a son mot à dire. Après qu'il soit incontournable de son point de vue politique, seul Léon le dira. Vous savez, Il s'est imposé dans la campagne comme Il s'est imposé alors qu'il n'est pas candidat. Moi, je fais partie de ceux qui gardent à l'esprit que le débat public appartient aux électeurs de ce pays. Il n'appartient pas aux leaders politiques, simplement. Les maires sont les relais de leur commune, et rien que de leur commune. Quand un maire comme M. Léon Bertrand, qui a une grande expérience politique, fait appel aux candidats pour qu'on présente leur programme, c'est tout naturellement que nous y allons, dans une transparence démocratique, mais pas simplement pour essayer d'avoir un rapport de courtisan à courtiser, mais un rapport de celui qui propose quelque chose, notamment au maire de Saint-Laurent-du-Maroni. Mais je répète, ce qui nous importe, nous, ce sont les défis de l'Ouest et pas simplement le choix politique de Léon Bertrand. Est-ce que, quand même, vous y avez cru, vous avez espéré qu'il soutienne Rodolphe Alexandre? Écoutez, moi, je ne Vous suis... n'y comptez guère? Pardon? Vous n'y comptez pas tellement, pas plus que ça? Vous savez, c'est un secret de polichinelle que l'attelage Chenyong-Bertrand pouvait être envisagé pour ces élections. Ça date pas d'hier. Sauf qu'on n'était pas, personne n'était réellement sûr et certain. Que ceux qui sont vraiment surpris, c'est ceux qui voulaient être surpris. Pour nous, il n'y a pas de surprise. Il y a une démarche qui a été faite dans un cadre démocratique. Je dois vous avouer que nous ne comptions pas nécessairement sur ce soutien-là, puisque cette hypothèse-là, je le répète, est dans le débat public de ceux qui... sont au fait de cette partie-là de la politique, mais qui n'est pas celle qui est la plus intéressante, qui intéresse beaucoup les médias, mais qui, au final, n'intéressera pas nécessairement la population. Vous savez, le choix de Léon Bertrand, ce ne sera pas l'axe majeur de la politique dans l'Ouest. C'est un choix qui anime le microcosme politique, médiatique, qui fait parler beaucoup de bruit dans les milieux autorisés. Mais assurez-vous que tout cela doit bien rester à sa place. Alors, M. Changalong, M. Chonsit a parlé de courtisans, les termes utilisés, courtisans, allégeance. Je crois que M. Bertrand l'a rappelé dans sa conférence de presse qu'effectivement, qu'il ne cache pas son amitié qu'il a eue pour M. Chenyong. Mais toutefois, comme M. Boris Chonsit l'a signalé, il a eu le courage, voire l'audace, d'ouvrir le débat et de permettre à chaque représentant de liste de venir et présenter leur projet pour la Guyane et notamment leur projet pour l'Ouest et plus précisément pour Saint-Laurent-du-Maroni. Je crois que chaque candidat y est allé et ont présenté.
Et au bout de cette présentation, M. Léon Bertrand a fait son choix qui s'est approché. Quand on entend Boris Chongsyd dire, il n'est pas le seul à le dire, hein, que finalement, ce n'était pas vraiment une surprise parce que tout le monde s'y attendait bien avant que Léon Bertrand ne fasse d'ailleurs sa déclaration en disant qu'il ne soutiendrait peut-être personne. On a envie de se dire, tout ça pour ça, pourquoi avoir fait ce jeu-là, appeler les uns et les autres à apporter leur projet pour finalement revenir au point de départ et choisir quand même Alain Chagnon? Je pense que pour ne pas justement que tout le monde puisse penser qu'il y avait Parce que vous parlez de longue amitié. Oui, mais l'amitié n'empêche pas effectivement qu'elle soit là. Mais il a ouvert le débat, il a ouvert sa porte à toutes les listes de Guyane à venir se présenter leur projet. Et voilà, il y a 4 représentants de liste qui sont venus. M. Cheng Long en faisait partie. Et vendredi, dans la semaine, M. Bertrand a fait sa conférence de presse pour annoncer qu'il allait effectivement soutenir M. Cheng Long. Vous avez un large sourire, Madame Létard. Oui, non, ça m'amuse parce que, on fait tous le constat. Là, on a 2 personnes. Un courtisan qui est adoubé, et donc qui comprend le positionnement et la posture de M. Bertrand, et puis un courtisan qui est déçu. Il faut qu'on soit sérieux 2 minutes. Moi, je suis en train d'écouter M. Boris Chongsyd et je vois qu'il excelle dans l'art du rétropédalage. Alors que, effectivement, M. Chongsyd, dans la personne de M. Alexandre, sont allés, comme tous les autres, moi, c'est ce que j'appelle prêter allégeance à M. Léon Bertrand. Ils ont fait le pèlerinage, selon vous? Certainement pas, certainement. Je n'en sais rien, mais l'image qui a été donnée à ce moment de la politique guyanaise a été une image extrêmement négative, extrêmement pathétique. Alors, je pose quand même une question, Madame Létard. Si vous n'aviez pas sur votre liste des membres du groupe APC de Saint-Laurent-du-Maroni, est-ce que vous n'en auriez pas fait autant pour essayer aussi de récupérer C'est quand même 8 sièges. Il y a 8 sièges à offrir. Madame Félix, il faut qu'on soit sérieux 2 minutes. Attendez, on ne va pas demander à M. Léon Bertrand, qui effectivement ici n'est pas un roi, n'est pas un empereur, ne détient pas... Mais qui est un homme fort quand même de Saint-Laurent, oui, mais très il clairement. ne détient pas les voix de l'ensemble de la population de Saint-Laurent, ni de la population du Maroni. D'accord? Donc moi, je ne saurais pas aller prêter allégeance à M. Bertrand. Moi, je considère que les personnes qui sont allées voir M. Bertrand sont allées lui prêter allégeance sans aucun souci, sans aucun respect pour les populations de Saint-Laurent. Et puis, concernant APC, vous avez raison d'en parler. M. Léon Bertrand a une opposition au sein de son conseil municipal, c'est le groupe Action Progrès Citoyen, qui est également notre allié dans ce combat. C'est une image qui est pathétique de la politique guyanaise. On a assisté à une espèce de mélodrame politico-affectif avec un dénouement. Bon, finalement, on ne choisit pas vraiment le programme. Le programme est identique au premier courtisan ou au deuxième, on ne sait plus très bien. Et puis finalement, c'est mon ami de longue date, donc je porte mon choix sur lui. Alors, M. Bertrand peut choisir qui il veut, ça c'est pas le problème. Mais que les uns et les autres défilent en pensant que M. Bertrand détient l'ensemble des voix des Saint-Laurentais et des habitants du fleuve, il y a quelque chose quand même de révoltant. Alors on revient sur les voix dans un instant. Personnellement, je ne m'inscris pas dans cette logique d'allégeance. Madame Mathias. Quoi qu'en dise M. Chongsyd, il s'agissait d'allégeance. Léon Bertrand fait partie de votre famille politique. Pour vous, c'est une vraie déception. Est-ce que vous avez l'impression que Léon Bertrand a choisi l'homme plutôt que les idées? Je ne saurais vous dire, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis jeune. Je suis entouré de ces caïmans sacrés de la politique guyanaise. Un nouveau visage, disons. Voilà, un nouveau visage. Mais toujours été, nous avons discuté avec monsieur Budoc, et il est vrai, monsieur Bertrand, ce grand garçon, il a... Vous l'aviez rencontré, vous? Monsieur Bertrand? Oui. Dans d'autres circonstances, dans mes professions antérieures. Et qu'il ait choisi de soutenir monsieur Cheng Long, ça, c'est son affaire. Ça vous déçoit quand même. On a entendu M. Budoc hier particulièrement déçu. Oui, M. Budoc est particulièrement déçu. C'est pas votre cas. J'ai trouvé la méthode d'aller rencontrer monsieur le maire de Saint-Laurent. J'ai trouvé la méthode assez particulière. Alors vous êtes d'accord avec Mme Létard là-dessus? Je suis pas venu ici pour être d'accord avec qui que ce soit. Je peux apprécier certaines idées, aussi bien de de Boris que de Lynn Létard, mais je ne suis pas venu faire allégeance à qui que ce soit ici. Toujours est-il, moi j'estime que M. Bertrand, ce qu'il y a de curieux tout de même, c'est que ce monsieur dit qu'il y a 2 programmes identiques.
Alors là, vous êtes foutus. Le même programme que M. Cheng Long. Les deux programmes sont identiques. Et il rajoute que pour son choix, il choisit la personne qui est le plus apte à conduire ce programme. Eh bien, vain Dieu, heureusement qu'il est capable de conduire le programme qu'il a construit lui-même. Et comme je disais à M. Budoc, bon, j'estime certainement que dans le choix de M. Léon Bertrand, par rapport à son groupe politique et les Républicains, il avait certainement perdu son GPS. Alors, au-delà de... Vous pensez qu'il pourrait éventuellement le retrouver d'ici la fin Inch'Allah. Inch'Allah, d'accord. Au-delà de la personne de Léon Bertrand, qui cristallise beaucoup de choses, l'Ouest est un enjeu important, et Saint-Laurent singulièrement avec les 8 sièges. On a l'impression que, pour l'instant en tout cas, peu sont ceux qui parlent de cette région de la Guyane quand ils évoquent cette élection à la CTG. Écoutez, on ne va pas polémiquer 2 heures sur cette question-là, mais quand j'entends cette qualification d'allégeance, cette démarche de on avait courtisan. dépassé ça, hein. Non, mais ça illustre beaucoup de choses. Ça illustre l'éclairage que l'on met sur le débat public et le débat électoral. Moi, je considère, je fais partie d'une jeune génération d'élus, et j'espère de décideurs politiques à venir, que cette vision de la politique étriquée et portée sur le cancan, les Guyanais n'en veulent plus. Ça, c'est ma conviction profonde. Et quand vous disiez dans votre question, c'est quand même 8 sièges, même cette présentation-là me gêne. L'Ouest, c'est pas 8 sièges. L'Ouest, c'est la population de l'Ouest. Ce sont les défis de l'Ouest. Oui, mais on dit, oui, mais c'est quand même 8 sièges. Moi, je pense que la cuisine électorale, c'est quelque chose qui doit rester derrière nous. Et quand on va voir le maire de Saint-Laurent à sa demande, on n'est pas dans de la cuisine électorale. On prend juste conscience qu'il y a un maire qui se sert de manière très opportune, mais pas nécessairement de manière négative, de ce rendez-vous historique-là pour faire entendre la voix de l'Ouest à un moment particulier de l'évolution de la Guyane. D'où ma question. Il sait que les enjeux pour l'Ouest sont fondamentaux. D'où ma question, alors quelle place pour l'Ouest dans votre programme? Que tout naturellement, nous sommes allés à la rencontre du maire de Saint-Laurent pour démontrer notamment à sa population, et pas simplement à Léon Bertrand, quand on va à Saint-Laurent-du-Maroni, on est peut-être reçu par le maire, mais on s'adresse à l'Ouest guyanais. Et vous verrez que dans la campagne électorale, compte tenu des constats que nous avons faits, qui sont connus de tous, sur l'évolution démographique, sur les besoins structurels de l'Ouest, sur les nécessités qu'il y a à pérenniser l'éducation pour les jeunes de ces territoires-là, parce qu'il y a pas simplement Saint-Laurent-du-Maroni, il y a le Haut-Maroni, le Bas-Maroni, il y a toutes ces populations qui sont laissées pour compte de la République, et c'est d'ailleurs le cri d'alarme que Léon Bertrand fait, et je crois qu'il est légitime pour le faire, et je suis capable de le dire, alors même qu'il a fait un autre choix que celui de nous accompagner. Je pense que les défis de l'Ouest doivent vraiment être appréhendés au-delà de l'échiquier politicien pour des raisons électorales. Donc je repose ma question, et vous pour tous les quatre. Quand on entend Léon Bertrand, justement, dire que pour la Guyane, Saint-Laurent-du-Maroni, est considérée comme la Guyane est considérée par l'État, c'est-à-dire que Saint-Laurent est l'oublié de la Guyane, l'Ouest est l'oublié de la Guyane. Est-ce que ça vous fait pas mal d'entendre ça? Moi, Madame Félix, si vous permettez, bon, on ne fera pas un... Au-delà de Léon Bertrand, je parle de la problématique de l'Ouest, justement. Très bien. Au-delà de M. Léon Bertrand, mais quand même, je tiens à dire à M. Chong-Sit que lorsque l'on dénonce une situation qui paraît inconcevable, ce n'est pas faire du cancan. Je crois que nous sommes des acteurs politiques. Nous devons montrer le bon exemple. Et le bon exemple n'est pas la génuflexion. C'est ainsi que beaucoup ont interprété... C'est votre qualification. Monsieur, c'est ainsi que beaucoup ont interprété l'attitude que vous avez eue vis-à-vis de M. Bertrand. Puis j'ai envie de vous dire quand même que il y a quand même des hasards peu heureux pour vous. Il y avait une dernière commission permanente, la dernière en date à laquelle je suis allée, où il y a eu un dossier sur Saint-Laurent-du-Maroni, un dossier de demande de subvention dans le cadre des contrats territoriaux. Vous n'étiez pas là à ce moment-là, M. Chong-Sit, vous avez, je crois, quitté la séance, vous n'étiez pas là la dernière fois. Eh bien... J'y étais, mais j'ai dû la quitter prématurément. Vous avez dû la quitter prématurément, certainement. Je ne vous ai pas entendu réagir sur mes propres réactions par rapport à un projet qui a été, un dossier qui a été proposé. Ce dossier nous arrive avec 400 000 € de subvention pour la ville de Saint-Laurent. Il est présenté par quelqu'un de l'administration et cette personne nous dit en direct qu'on a rajouté 300 000 € pour la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Ces 300 000 € n'apparaissent donc pas sur le dossier, sur le rapport. Ça peut arriver.
Mais bon, on demande pourquoi ces 300 000 euros. Et on apprend que, au dernier moment, il y a une demande qui a été faite de la part de la commission, 300 000 euros qui allaient être rajoutés pour une maison de quartier. Alors oui, on a besoin de maison de quartier à Saint-Laurent-du-Maroni aussi, mais cette attitude qui consiste au dernier moment, et alors qu'il y a des appels de phare de M. Bertrand, peut être interprétée comme un signe, effectivement, d'allégeance, monsieur. Mais ça, c'est votre interprétation, Madame Létard. Le débat, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Cette interprétation ne me surprend pas, mais elle ne correspond pas, vous savez. Non, mais c'est un dossier que je n'ai pas... Oui, je vous en prie. Ce débat ne va pas se résumer par une joute entre Madame Létard et M. Chonsit. Ça, c'est une réalité. Vous savez, M. Bertrand a eu une phrase, certainement la seule qui mérite d'être citée. Il a dit il ne faut pas qu'il pense venir avec quelques petits bonbons et quelques petites sucettes. Souvenez-vous de cette phrase-là. Et j'ai beaucoup pensé à ce jour en commission permanente où, effectivement, donner 300 000 euros pour une maison de quartier alors que ça n'était pas prévu. Et alors que ça avait d'ailleurs été débattu en commission interne. Donc, monsieur, moi j'arrêterai là parce que je ne souhaiterais pas caractériser les uns et les autres. Je dis tout simplement que j'ai eu énormément de peine pour les politiques de ce pays quand j'ai vu cette démarche. Aujourd'hui, vous êtes dans le rétropédalage, vous parlez même d'une attitude que vous auriez dû avoir pour une élection sénatoriale. Je confirme, mais pas pour ce type d'élection. Monsieur Bertrand ne détient pas les voix de l'Ouest. Il faut respecter les populations. On est au moins en tout cas, monsieur Bertrand a fait son choix. Il a choisi son champion. On le disait tout à l'heure. C'est monsieur Tienlong. Alors justement... Vous êtes à l'aise dans ce débat, vous, monsieur Changalong? Non, justement, monsieur Changalong. Oui, c'est le courtisan heureux, lui. Oui, qu'avez-vous proposé, monsieur? Vous assumez, vous assumez le terme. Monsieur Tienlong pour enlever la mise. Il n'y a pas de souci. Non, en fait, je crois que monsieur Bertrand, ce qu'il a souhaité notamment, et ça fait partie d'un des objectifs que nous mettons sur cette campagne, c'est qu'il y ait un rééquilibrage, ou voire un équilibrage, puisque si on fait un rééquilibrage, ça veut dire qu'il y en a un précédemment, un équilibrage sur tous les territoires, que ça soit en équipement, que ça soit sur les services publics. Et sa vraie demande, c'est... Les rapports de l'INSEE prévoient plus de 250 000 habitants en démographie sur le territoire de l'Ouest. Aujourd'hui, le territoire de l'Ouest n'est pas structuré. Nous n'avons pas d'antenne universitaire là-bas. Nous avons déshabillé Paul, notamment pour l'école d'infirmières. Donc, on a enlevé 10 places sur l'école infirmière de Cayenne pour les mettre à Saint-Laurent. Je crois que l'hôpital de Saint-Laurent, qui est justement en construction, aura besoin de professionnels. Je crois qu'on a besoin de mettre de vraies structures en place, non pas que du saupoudrage, comme ça s'est fait pendant. Et je crois que, comme M. Chonsit l'a dit, c'est un cri d'alerte de M. Bertrand pour qu'on puisse vraiment prendre en considération, mais pas uniquement Saint-Laurent, mais l'Ouest guyanais. Équiper l'Ouest en éléments structurants, c'est ça? Équiper l'Ouest en équipement Saint-Laurent, voir comment la coopération régionale avec le Suriname, puisque effectivement il y a une coopération régionale, mais les bureaux se trouvent directement sur Paramaribo, aucune antenne sur Saint-Laurent sur la coopération régionale. Donc, on fait de la coopération régionale sans prendre en compte la commune qui est la plus proche du Suriname, qui est Saint-Laurent aujourd'hui, et on fait de la coopération directement entre Cayenne et Paramaribo. Alors, Madame Mathias, renforcer la coopération régionale, équiper l'Ouest en éléments structurants. Oui. C'est réaliste tout ça? S'il le dit que c'est réaliste. En fait, nous, ce que je pense, lorsqu'il a parlé de la formation... Moi, je vais vous parler de ce que je connais. La formation, et c'est vrai qu'à l'Ouest, j'enseigne à l'université et j'interviens à l'IRDTS. Et il est vrai que la formation, il faut structurer l'Ouest au point de vue de la formation. Vous en conviendrez, il y a très peu de formateurs. Par exemple, le DAU. Le DAU est à Saint-Laurent. Le DAU, le diplôme d'accès aux études universitaires. Et c'est vrai qu'il est très difficile pour nous de faire suivre ces cours de DAU parallèlement avec ceux qui sont à l'université de Guyane. Voilà. Et ajouté à ça, je côtoie sans arrêt, de manière permanente et journalière, cette détresse de la jeunesse.
cette détresse de la jeunesse qui est aussi bien sur le littoral que du côté de l'Ouest. Que du côté de l'Ouest. Alors, ma question concrètement, Oui. justement, bon, la détresse de la jeunesse, elle est Oui, non, mais pratiquement c'est sur toute la Guyane. hein. Mais bien sûr. Mais allez, on va rester dans la vallée du Maroni, dans la région de l'Ouest. Alors, juste pour ces populations, que comptez-vous faire? Mais mettre une antenne de l'université dans l'ouest guyanais. Une antenne universitaire et rapprocher, puisque les cours, on a commencé déjà au niveau de l'université par les cours sur Internet. Mais la chose qu'il faudrait bien évidemment, c'est installer une annexe de l'université à Saint-Laurent-du-Maroni. Et au préalable, avoir une couverture numérique qui soit aussi adéquate sur l'ensemble du territoire. Est-ce que ce qui est valable pour l'université ne l'est pas pour finalement toutes les institutions, Tout à fait. toutes les administrations? J'y arrivais. C'est également valable pour toutes les institutions et je pense également pour les contrats en alternance. Comme tout le monde le sait ici. On y vient, on va y arriver, Madame Mathias, vous allez vite, parce qu'on a l'intention d'en parler justement tout à l'heure. On va approfondir vos propositions dans quelques instants. Voilà. Juste après ceci. Alors, tout le monde a des propositions pour la jeunesse. Et la jeunesse est particulièrement touchée par le chômage. Alors, pour la première fois, la courbe chômeur a croisé celle des actifs dans le secteur privé. Et aujourd'hui, les collectivités ne peuvent plus embaucher. Donc, à peu près, le service public est quasiment mort. Alors, qu'avez-vous à dire à des centaines de diplômés en termes d'embauche et tous ces diplômés, malheureusement, sans emploi? D'accord. Qui prend? Mme Létard? Moi, je veux bien, oui. Je veux bien commencer. Alors, je crois que c'est le préambule, en fait, à tous les projets qu'on pourrait faire, que ce soit pour l'Ouest, particulièrement touché, effectivement, par ce chômage, que ce soit pour le littoral, que ce soit pour le centre, que ce soit pour le reste de toute la Guyane. Avant tout projet, il faut penser au financement de ces projets. Je crois que le financement, les ressources nouvelles, vont être au cœur de cette campagne, vont être au cœur... On va en parler dans quelques instants. Parlez-nous de vos projets, s'il vous plaît. Mais avant, non, mais enfin, je veux dire, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Moi, je peux vous parler de 10 000 projets. Et encore faudrait-il que vous interrogerez également sur leur financement. Encore faudrait-il que je vous dise comment les financer, Monsieur Charles Nicolas. Moi, je pense que... Et les problèmes de société que nous rencontrons en ce moment, de ces jeunes qui sont en perdition, tout le monde parle de la détresse des jeunes. Bien, c'est parce qu'au bout de leur formation, si tant est qu'ils en aient une, il n'y a pas d'emploi. Donc, il faut créer de l'emploi, il faut créer de l'activité économique. C'est une ancienne qui revient. Je crois que tout le monde sera d'accord ici pour dire que c'est le point névralgique, point principal. Il faut créer de l'emploi sur ce territoire. Comment on fait? Alors, comment on fait? Voilà. On sort déjà d'un état d'esprit, cette façon de considérer le développement économique de la façon d'un comptoir. On parle d'une économie de comptoir. On attend des subventions qui viennent de France. On attend des subventions qui viennent de l'Europe. Et puis, on attend tout des plans verts, bleus, blancs, rouges, du plan Marshall. On attend tout de la métropole, on attend tout. Il y a un gros problème, c'est que la métropole en ce moment est un petit peu malade. Il y a métropole. Donc il faut développer des ressources endogènes. Il y a un problème. La métropole est malade. Il y a un problème. La France est en difficulté. Et j'aime à dire qu'on comprend, mais la Guyane a ses urgences. Donc il faut que nous passions à une économie de production. C'est extrêmement important. Cette économie de production, elle recèle une structuration des filières. On parle donc effectivement, nos ressources endogènes. Vous savez, on en a beaucoup. Tout le monde parle de nos potentialités. Mais à quel moment mettons-nous en œuvre la production de nos richesses endogènes? À quel moment nous passons de la production à la transformation, à la consommation? Ça fait plus de 60 ans que sur ce territoire, c'est la même chose. Nous attendons tout de l'extérieur. Qu'est-ce qui va faire que ça peut changer aujourd'hui? Mais madame, parce que lorsque je visitais récemment une usine, pour ne pas la citer, des Limaires en Guyane, où effectivement nous avions donc ces richesses halieutiques, exactement, et ce chef d'entreprise prend le poisson, il le transforme, et ça crée quoi? Ça crée de l'emploi. Il y avait autour de lui 5 jeunes, 5 embauches. Et c'est de là qu'il faut partir. Il faut partir de nos richesses, ne plus attendre de subventions de la métropole. C'est terminé. Partir de nos richesses, transformer, et faire consommer sur place et au-delà, créer de l'emploi. Donc les jeunes dont vous me parlez, les projets dont vous me parlez, il faut les financer. Et pour cela, il faut créer de la richesse à partir de nos ressources naturelles. Monsieur Chanksit, je vous vois réagir. Non.
On peut s'accorder sur la question de la structuration des filières. Ce qu'on peut dire de manière très claire, c'est que l'emploi ne se décrète pas. Pour qu'il y ait de l'emploi, il faut créer les conditions de l'emploi. Et pour que cet emploi soit pérenne, il faut qu'en amont soient mises en place les formations nécessaires pour nos jeunes. Vous l'avez dit, M. Charles-Nicolas, l'État français est en difficulté budgétaire. Donc ceux qui pensent qu'on attend sur les subventions n'ont pas compris l'action que l'on mène à la région depuis maintenant presque 6 années. Ce que nous disons est très clair. C'est que pour qu'on puisse créer les conditions de l'emploi, il faut avoir une vision globale des choses. Si on veut vraiment avoir une vue très haute, on pourrait dire qu'un des gros handicaps de la Guyane, c'est sa non-maîtrise du foncier. Sa non-maîtrise du foncier qui fait que nous n'avons pas les capacités de pouvoir agir sur des filières telles que le bois, telles que l'orifère, telles que la biomasse, tous ces secteurs de développement endogène de l'économie qui seraient porteurs de formation et à terme d'emploi, puis de croissance pour le pays. Mais sans vouloir vous interrompre, M. Chongsit, vous l'avez un petit peu voulu, hein, cette situation, le fait de ne pas avoir la main d'emprise sur nos richesses endogènes. Ah bon, à quel titre? Le foncier appartient à l'État, que je le sache, ça n'est pas une délibération régionale. Non, qui aurait pu faire absolument pas. autre chose. Absolument pas. Il faut donc peser. Si je me permets de terminer. Nous sommes dans un cadre, M. Chongsit, ce cadre, vous l'avez souhaité. Je vous rappelle que par ailleurs, d'autres collectivités... Le leitmotiv du 74 qui aurait tout réglé. Mais je vais y revenir là-dessus, si vous voulez qu'on refasse le match, il n'y a pas de problème. Vous êtes le premier à le citer. Vous êtes le premier. On a bien compris ce qu'il y avait derrière vos propos, Mme Létard. Ne nous prenez pas pour des naïfs. Non, absolument pas, monsieur. Je ne vous ferai pas cette injure. Je ne vous ferai pas cette injure. Je pourrais le penser, mais jamais le dire. Donc, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, pardon. Alors, on a des joutes entre les deux conseillers régionaux. Non, mais on est un peu habitué à la région, aux excès de langage. Et on va poursuivre Jusqu'à présent, elle se maîtrisait. Là, ça commence à devenir plus difficile. Monsieur Chongsit, arrêtez de tenter de me caractériser. Mais écoutez, nous avons eu cette discussion plusieurs fois. Le problème, c'est que vous répondez toujours la même chose. Il faut aller de l'avant, il faut passer à autre chose. Mais c'est notre volonté dynamique, Mme Létard. Pourtant, ça s'appelle du dynamisme politique. Vous citez toujours les mêmes freins, et les mêmes freins, c'est vous qui en êtes à l'origine. Alors, je vais Pardon de vous le dire, c'est votre président de région. Aujourd'hui, on passe à l'étape suivante. C'est M. Alexandre qui aujourd'hui passe à l'étape du 74++. Faut-il le dire? Madame Létard, faut-il le dire? On va refaire sempiternellement le match du 73-74, mais nous assumons. C'est pas terminé, il ne le sera pas tout de suite de toute façon. C'est vous qui en parlez. Juste en deux mots. Le match est-il terminé? C'est pas une position idéologique, on l'a dit, hein, et les électeurs ont tranché. C'est ce qu'on oublie quand même, c'est qu'on a l'impression que ce débat-là est arbitré par M. Alexandre. Il était soumis au suffrage universel et il a été arbitré par le peuple de Guyane. Sauf que là, on parlait de l'emploi. Alors, on va y revenir parce qu'on a envie de savoir, dans le cadre du 74, dans lequel va évoluer la CTG, 73, pardon, du coup, je fais le lapsus, dans le cadre du 73, dans lequel va évoluer la CTG, peut-être, mais on n'y est pas encore. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans ce cadre-là pour donner de l'emploi à ceux qui sont un petit peu en désespoir? Madame Mathias. Monsieur Boris avait commencé dans son intervention, il avait fait allusion à... Il avait développé 2 points. Il avait souligné la formation, et de la formation, il n'a pas poursuivi. Interrompu. Non, vous avez parlé du foncier, évidemment. Et puis c'est un débat dynamique. Le foncier, voilà. C'est un débat qui provoque toujours des réactions. Et donc, on va reprendre le débat sur la formation. Oui. Que comptez-vous faire sur la formation? Ce que nous avons déjà fait. Mais Madame Mathias, peut-être que vous avez des choses à proposer. Non, alors, ce que je voulais dire, la formation est importante. Je suis enseignante. C'est votre domaine. C'est mon domaine. Et je vois la détresse de cette formation, des formations qui ne sont pas adaptées. Aux réalités du territoire, absolument. À la réalité du territoire. Les vous êtes filières qui ne sont pas développées. Il faut aller au-delà des filières existantes. Absolument. Un niveau très très bas, il faut le reconnaître, il ne faut pas avoir honte de le dire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ce sont des constats que je fais tous les jours. Des étudiants que j'appelle mes petits Al-Qaïda, parce qu'ils sont tout le temps à la maison, et je subis vraiment, et je vis vraiment cette formation qui n'est pas tout le temps adaptée. Qu'est-ce qui fait également défaut dans la formation si on veut créer de l'emploi? Lorsqu'on a des élèves qui cherchent à faire des stages. Maintenant, il faut faire des stages. Les entreprises. Aucune structure pour les recevoir. Lorsque j'étais à la chambre de métier, c'est pas la peine de se cacher, pour retrouver des maîtres d'apprentissage, c'est insuffisant.
Alors Il y a une comment insuffisance de Comment s'en sortir susciter ça chez les chefs d'entreprise? Parce que sans le partenariat des chefs d'entreprise, on ne pourra pas y arriver. Comment faire ça? Comment Alors, les inciter à les recevoir, ces jeunes, à les on peut encadrer? dire- Ces jeunes eux-mêmes se plaignent d'ailleurs. Hein. Nous, on revient Oui, aussi non, sur mais la Monsieur Chagalan, a été la structurée formation- par la région. Oui, La je formation, pourrais c'est parler, pas la région. je pourrais parler de sur l'OPRF, la notamment. formation. Monsieur Chagalan, on va essayer d'entendre Monsieur Sur la Chagalan. formation, je crois qu'effectivement, il est unanime. Hein, c'est de mettre en adéquation la formation des hommes aux besoins du territoire. Et donc développer les filières. Mais effectivement, ça peut se faire qu'avec les chefs d'entreprise. Et puisque si effectivement nous formons un certain nombre de... Comment les inciter, ces chefs C'est-à-dire que d'entreprise? l'offre en formation actuelle est inadaptée, c'est ça? C'est ce que vous êtes en train de Oui, dire? elle est inadaptée, Totalement, tout à fait. totalement. Elle n'est pas en adéquation avec les besoins Monsieur Chonqui, je- Oui, Non, on va laisser mais parler Monsieur Chagalan un petit peu. répondre à- On va laisser Monsieur Chagalan commencer à s'exprimer. On va laisser aller au bout de son propos. En fait, on regarde bien que tout ça est transversal. Lorsqu'on va effectivement avoir des filières qui sont adéquates au territoire, ceci est bien sûr avec les chefs d'entreprise qui vont nous dire à un moment donné quels sont leurs besoins sur le territoire. Et pourquoi on attend pour les interroger? Pourquoi on ne l'a pas déjà fait? Là, on sait que ça existe, on sait que les élèves, les enfants ont du mal, les jeunes ont du mal. Pourquoi on n'a pas encore fait ça? C'est pour ça que nous, on propose Y compris le Conseil général, hein, de d'ailleurs. rediriger l'ARDI, hein, qui est l'Agence régionale de développement et de l'innovation, et justement permettre aux chefs d'entreprise dans cette commission, dans cette agence régionale, de pouvoir la diriger et de pouvoir nous faire des propositions, puisque ça ne sera pas la CTG dans son coin qui pourra dire il faut ci, il faut ça. Il faut à un moment donné se mettre à table avec l'ensemble des partenaires pour pouvoir, en concertation, voir quels sont les besoins réels sur le département. Alors, Monsieur Chonqui, on entend. En fait, vous Juste un mot. Oui, parce que les trois personnes autour de vous disent que les formations actuelles dans la région, pour certaines d'entre elles, dans la région, d'accord, mais J'en aurais à dire. vous avez décidé des petites choses quand même. J'en aurais à dire. Dans la Non, région a j'ai rien aussi dit. la compétence jusqu'à maintenant, L'OPRF. ne sont pas adaptées à nos besoins. Vous dire qu'en l'état, Qu'est-ce que vous avez fait, tous les Jean-Michel besoins de formation sont satisfaits, personne ne peut le dire. Nous sommes arrivés en 2010. Il y avait dans la formation plusieurs guichets, si on veut faire simple. Tout était éclaté. Nous avons créé ce qu'on appelle l'OPRF, qui en Enfin, regroupant ça, c'est là, il y a un mois. Hein. Il y a 3 mois. C'est pour vous. Oui, mais enfin, ça ne se fait pas comme ça. On ne fusionne pas Éric Défi, l'AFPA, le CNAM dans un seul mouvement en un claquement de doigts. Ça mérite un peu d'ingénierie et puis un peu de discussion, notamment en interne. Présidé par Émilie Budeau. Ça a été fait. Ça a été fait. Nous avons bien compris qu'en permettant la création de cet OPRF-là, nous allons intégrer dans un seul outil administratif celui qui a une expérience professionnelle et qui veut la valoriser pour enfin réintégrer une entreprise, celui qui a une formation qualifiante, parce que, vous savez, moi, je ne fais pas partie de ceux qui n'appréhendent la question de la formation que du point de vue de ceux qui en sont dépourvus, qui ont des niveaux très faibles, qui existent et qu'il faut évidemment Est-ce que privilégier. ce n'est pas ceux qui ont le plus besoin d'attention? Notre jeune, oui, mais il ne faut pas mettre de côté non plus ceux qui travaillent à l'école, ont quelques résultats. Moi, je dis avec grande fierté que tous nos compatriotes, nos jeunes compatriotes ne sont pas laissés pour compte de l'éducation. Il y en a qui sont formés, qui vont au terme de la cursus scolaire. Et dans le cadre de l'OPRF, nous avons englobé au sein d'un seul et même organisme ceux qui ont les plus besoins, c'est-à-dire ceux qui sont en marge du système et qui sont très nombreux. Et je vais vous dire, permettez-moi de faire une petite digression, c'est que cette CTG qui a été décriée comme étant inutile, puisque certains ont même appelé, il faut se rappeler l'histoire quand même, Madame l'État appartient à un parti qui appelait à ne pas voter pour la CTG. L'abstention. C'est quelque chose qui n'était pas intéressant à l'époque. C'est quand même, pour l'histoire, ce sera Vous intéressant. revenez encore en arrière sur le débat. Vous allez nous faire repartir sur ce débat-là. On ne va pas y arriver. Nous voyons dans la CTG un outil administratif transverse. Un outil administratif transverse. Vous savez, par rapport à la délinquance des jeunes dont on parle, pour nous, tout est lié. Un jeune, il n'est pas délinquant simplement par choix idéologique ou parce qu'il est né délinquant. C'est parce qu'il n'a pas justement de capacité à intégrer. Il n'a pas trouvé sa place ailleurs. Il n'a pas trouvé sa place dans la société. Et justement, la CTG, en permettant d'unir en sein d'une même collectivité l'approche de la jeunesse délinquante, de la jeunesse en difficulté, eh bien, la CTG pourra accompagner le jeune qui a déjà mis les pieds dans le droit de la délinquance pour l'accompagner vers les organismes de formation. Le tout au sein d'une même. Vous allez dans les quartiers, vous allez à l'intérieur des bandes organisées. C'est le Conseil général qui s'occupe de la jeunesse délinquante aujourd'hui. Maintenant, ce sera la CTG. Vous dites qu'il a mal fait son travail à ce niveau-là, le Conseil général. On en discutera. Il y a des constats qui vont être faits et qui vont être débattus à l'occasion des prochaines vous contournez le problème, gentiment. Vous verrez qu'il y aura des choses qui vont être révélées qui ne sont peut-être pas très satisfaisantes pour M. Tienlong.
Mais on y reviendra. Oh, mais ce vous- que je vous veux n'êtes pas dire, mieux c'est que je veux dire, c'est que De vous à moi, quand vous êtes défendez au sein de M. la Teigneur, CTG, Madame Létard. quand vous êtes au sein de Ça veut dire. la CTG, vous avez des politiques publiques transverses qui permettraient justement que ce jeune qui est entré dans la délinquance soit pris en charge pour l'emmener dans le circuit de la formation, qui est une première étape. Et l'étape d'après, c'est de l'insérer dans le monde professionnel. Et j'ajoute que la région a créé quand même aussi, parce que je ne veux pas qu'on ait une vision simplement de ceux qui sont à la marge ou de ceux qui sont en dehors du cursus, la pépinière des jeunes entreprises qui permet à ceux qui veulent innover dans leur pays, qui ont la volonté d'initiative, qui veulent créer des entreprises, Boris, de pouvoir le faire également de Boris manière Johnson. accompagnée. Bon, manifestement, ça marche pour vous. Doit-on féliciter pour autant Rémi Louis-Budoc? À quel sujet? Il a fait Président de du bon l'OPRF. boulot. Mais l'OPRF, c'est le président du conseil d'administration, mais c'est pas lui qui est en charge de la formation des jeunes. Non, mais vous savez, il préside quand même. il faut arrêter de croire. Oui, Oui, il fait du bon mais boulot selon vous. pour moi, il n'y a rien à dire sur le travail de M. Rémi Louis-Budoc en tant que président de l'OPRF. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas simplement le cadre administratif, c'est aussi les gens qui donnent vie à tout cela. Il y a des gens formidables au sein de l'OPRF, qui étaient anciennement de l'AFPA, d'Éric Défi. J'ai présidé Éric Défi. C'est un outil qui est formidable. Vous avez un appel qui est fait à nos jeunes diplômés pour revenir au pays, pour apporter leurs compétences. Ces jeunes qui, le plus souvent, restaient en métropole parce qu'ils avaient pas forcément des emplois adaptés. Mais maintenant, on fait des contrats qui permettent aux entreprises de Guyane d'embaucher un bac+5 avec des facilités. Et ensuite, il y a une pérennisation de l'emploi qui se fait de manière Alors voilà, quasi systématique. on voit que là, il y a des choses qui existent pour ceux qui sont diplômés, qui ont envie de créer des Mais- choses et qui reviennent. Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui essayent d'aller vers un diplôme, Eh ben, qui ont des beaucoup de contrats choses à- d'alternance, il y a qui n'arrivent beaucoup pas à de trouver choses les à faire. entreprises? On en parlait à l'instant. Comment faire, Madame Létard? Alors, Allez. sur l'OPRF, juste une petite, Toute petite. une toute petite, mais quand même, indication. Voilà une espèce de grosse machine dont M. Changsit vante les mérites, mais bon, il ne peut pas faire le contraire, qui recèle toutes les formations possibles et imaginables et surtout qui ne sont pas indispensables au territoire, je vous dis. Nous sommes ici en Guyane. Notre ressource première, notre matière première, c'est l'or. Pas une seule formation à l'OPRF qui concerne les métiers de la mine. Pas une seule formation de géologue, pas une seule formation d'ingénieur. Cet OPRF, en fait, il axe toutes les formations, pratiquement, sur les métiers du secrétariat, sur les métiers de... etc., etc. On est en train de construire en Guyane, en ayant cet état d'esprit, et je vous le dis, mais avec beaucoup d'amertume, parce que je dis souvent, moi, les jeunes, c'est ma matière première. J'oriente des élèves de 3e vers les lycées professionnels, vers les lycées généraux. Et je les retrouve, ces jeunes. Je n'ai pas mon portable sur moi. J'aurais pu vous montrer mon portable de cette petite qui me dit « Madame Létard, j'ai un bac pro secrétariat. Je ne parviens pas à trouver du travail. Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ces formations soient adaptées à nos réalités. Mais et à là-dessus, nos on est d'accord, enfants. hein. Attendez, est-ce que... On est d'accord. Pardon, On est d'accord là-dessus. Hein. Non, On dit mais la même chose. On hein. est tous d'accord. Sauf que mais- l'OPRF, ce n'est pas un outil de formation dans le sens que vous le dites. C'est juste ça. Mais Monsieur il Changsit. y a une confusion d'objets. Non, mais Voilà. je n'ai pas de confusion d'objets. J'ai des enfants Si, qui... si. Non, Eh non, si. la confusion est de votre côté. Vous avez tout rassemblé, un gros tout qui ne donne pas l'essentiel. C'est toujours pareil. Vous faites beaucoup de choses, Cet mais outil-là ne sert mais pas à la formation dans les filières dont vous parlez. mais C'est pas juste l'essentiel. Mais une monsieur- incompréhension non, de ce non, qu'est non, l'OPRF, monsieur Madame Changsit, Létard. Mais cet c'est pas outil- grave. Cet outil ne sert Pas pas à cela, ça c'est vous qui le dites. Mais d'un autre côté, vous à côté, vous n'avez rien Ben mis. si, Mais non. on a des Mais non, ah, vous avez des projets. Non, non, on n'a En pas 5 que des ans, projets. alors On moi, n'a je pas ne que les ai des jamais projets. vus. On n'a pas que des Moi, je projets. vous dis que je les ai jamais vus. Ne faites pas montre de comment dirais-je, de mauvaise foi. Je n'ai jamais vu un dossier Quand j'aurai la parole, présenté, monsieur, pardon, mais je n'ai jamais vu présenté en assemblée plénière ou en commission permanente. Et vous savez comment il y a un nombre de subventions qui sont données aux formations. Donc, en tout cas, ça fait partie de vos propositions, Madame Létard. Mais bien sûr, c'est une proposition qui est fondamentale. C'est-à-dire que les formations qui vont être proposées aux jeunes Guyanais sont des formations qui sont en rapport avec leur environnement, avec les besoins Monsieur et avec Chagalan. nos ressources. C'est quand même pas difficile à comprendre cela. Je crois que je le dis, hein, c'est de mettre en adéquation, mais effectivement, il y a un travail à faire avec l'université, puisqu'aujourd'hui, nous avons notre université, c'est de travailler ces filières-là avec l'université de Guyane, Ben oui. et de voir effectivement la filière des ingénieurs, des géologues, il faut la travailler avec effectivement Avec l'université de Guyane. absolument. Il n'y a pas de souci. Alors, messieurs, dames, un dernier mot, Madame Mathias?
rester sur la formation. Oui, vous toujours avez sur la formation. Donc, il y a des c'est vrai qu'il y a des filières prometteuses concernant la formation. On avait essayé de son temps avec la Chambre et en partenariat avec la région de remettre sur pied la filière bois. Et cette filière bois, ça fait des années qu'on parle de cette filière bois et c'est toujours un petit peu un échec tout de même. Un petit peu. On a un petit peu. Il ne faut pas être trop méchant. La filière aurifère. Comment peut-on comprendre que ce pays qui est producteur d'or n'a pas d'atelier de joaillerie dans son CFA? Oui, Comment d'accord. comprendre que c'est On un dit la même pays chose. qui est producteur de bois avec un atelier menuiserie charpente fermé? On dit la même chose. Est-ce normal? Vous dites la même chose, effectivement. Et Madame oui, Létard. non mais alors peut-être aussi, et là je reviens, je suis désolé pour Boris, ce que je pourrais reprocher, c'est que il y a pas, les contrôles sont insuffisants. Les contrôles de quoi? Vous savez très bien de quoi je vais parler. Non, j'ai pas compris. Nous, on Les aimerait savoir, en contrôles- tout cas. Les contrôles des sommes allouées pour les subventions à tel organisme. Absolument. Il n'y a pas de suite. Comment expliquer? Vous voulez savoir. Comment expliquer, par exemple, que la région, c'est la région qui finance les CFA, par exemple. C'est la région qui finance et que les élèves restent pratiquement toute une année scolaire sans professeur dans une branche déterminée. Où est le contrôle? Il n'y a pas assez de contrôle de la région. Comment expliquer que ces enfants sont des laissés pour compte? Comment expliquer qu'il y a vous passez au CFA, c'est la mort. On a l'impression plutôt... La mort? Oui. On a l'impression plutôt, madame, vie. d'être dans un Absolument, funérarium que dans un organisme de D'apprentissage, formation. de vie, C'est mort, il n'y a ouais. pas de vie, il n'y a rien du tout. Je suis désolé. Combien d'ateliers sont fermés? Est-ce que vous êtes au courant vraiment de ce qu'on fait avec votre argent? Écoutez, bon, Ben, dites-nous, allez-y. moi, Non, mais la question est intéressante. Oui, oui, Là, non, Là, là, non, mais ce que je veux dire, je le blâme pas. C'est que ce que je constate, je parle de ce que je connais, c'est pas un règlement de compte non plus. C'est que au sein de l'organisme qui paye les formations, il devrait y avoir peut-être un contrôle beaucoup plus. Et donc, ça fait partie de vos Et on fait propositions. quoi Voilà, de cet par argent? partie, Vous allez voilà, nous l'expliquer tout à voilà. l'heure. Non. Mais pourquoi non? Je suis corse, je ne dénonce jamais, monsieur. bon, Et pour terminer, dans le même ordre d'idée, concernant une des compétences qui est du domaine de la région, c'est la détresse des artisans d'une part, et la détresse... vous financez le développement économique. Voilà. Les entreprises sont en difficulté, Eh quels oui. que soient les secteurs. Ah oui, mais là, vous comprendrez, madame, les entreprises en difficulté, on a l'impression que le chef de file, pour relancer la dynamique de l'économie, c'est peut-être le MEDEF en ce moment, hein, plus qu'autre En chose. tout cas, c'est lui qui parle Donc, là, dans les... Absolument, vous avez raison. Et de le sociaux dire. pro sont très Ah bah oui, actifs. c'est Sociaux le professionnels. MEDEF. Très actif sur un Autre sujet point qui est dans régional. Ils font de très bonnes propositions. Dans le financement... Monsieur Chagalong, que je vous entends. J'ai dit que le MEDEF faisait de très bonnes propositions. À la D'accord. à la dans le place de la financement région, vous avez des raison de le activités dire, oui. économiques. Les activités économiques, c'est la région qui finance. Et quand on assiste à un certain nombre de choses, d'actions, on se dit, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on puisse maintenir les gens dans une situation de fossilisation. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Il faudrait que au sein de cette CTG, qu'il y ait un contrôle beaucoup plus pointu des sommes que l'on verse, aussi bien pour la formation que... il y a- Messieurs, dames, messieurs, dames. Oui, non, mais- limite Voilà. accusation. Juste hein. Parce que, Non, alors, mais on va... n'accuse pas. Non, s'il vous plaît, Il y s'il a vous plaît, un on va constat qui va laisser être M. clair. Chanxet répondre, effectivement, parce que pour l'instant, c'est le bilan de la région, hein, on voit bien qu'il est effectué là. Il répond et ensuite on change de chapitre, si vous le voulez. Alors, il y a un constat que vous allez faire à l'occasion de tous les débats, c'est que comme il y a un problème de Vous les chômage avez dans bien le pays, non, mais ce qui plaisir. m'apparaît évident,
c'est que les élus de la région vont cristalliser tous les travers qui existent dans le pays. Comme si on pouvait décréter, comme si, alors j'entends dire de Mme Létard, le MEDEF a fait le travail de la région. Vous aussi, Mme Létard, c'est une responsabilité. Non, madame... La plupart des délibérations ont été votées. Non, mais je termine. Comme si la région avait des boutons magiques pour décréter de l'emploi, etc. Et que les propositions que font le MEDEF, et qui sont de bonnes propositions, viennent en substitution de ce que peut faire la région. Mais c'est une incompréhension totale de ce qu'est l'économie dans le monde moderne. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Que la région est en charge du développement, favoriser le développement économique, c'est une mission qui lui est attribuée par la loi, mais c'est pas la région qui crée de l'emploi. C'est qu'elle crée les conditions de l'emploi, c'est autre chose. Donc on aura beau faire des raccourcis électoraux en disant s'il y a du chômage en Guyane et de la jeunesse délinquante, c'est que la région n'a rien fait. Ça va être le raccourci de tous ceux qui prennent les électeurs pour des imbéciles. Sauf que les électeurs, ils savent comment ça se passe l'emploi. Ils savent très bien que l'emploi se fait aussi dans l'entreprise. Il y a de l'emploi public, il y a de la commande publique, mais aussi de l'emploi qui vient des entreprises. Et en cela, en effet, les revendications que porte le MEDEF sont entendues par la région. Mais une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas réglé le problème. Il faut évidemment voir si la région est en capacité de créer les conditions du développement économique. Et ce que nous disons, c'est que nous avons, et nous proposerons à la population, alors on va dire on n'a rien fait, mais... Ce ne sera plus la région. Non, ce sera plus la région, justement. Et votre remarque est très pertinente, Mme Félix. Parce que justement, nous qui avons défendu cet outil CTG, et j'ai entendu beaucoup de candidats qui disent, mais vous avez refusé 74, ça n'apportera rien, c'est que l'addition. Nous avons une vision qui est totalement différente de se dire que ça n'apportera rien. Nous aurons un nouvel outil qui nous permettra de repenser les politiques publiques, avec la transversalité que vous aurez dans beaucoup de secteurs d'activité. Vous savez, l'emploi, c'est pas simplement un contrat de travail qui est proposé, c'est pour ça qu'on parle, et j'étais d'accord avec Mme Létard, de la structuration des filières. Et ça passe. Et je disais en amont, si on voulait avoir un peu de hauteur de vue, mais ça va être intéressant de décliner tout ça pendant la campagne. La maîtrise du foncier permet d'aménager les conditions du développement économique. On va parler beaucoup de la production agricole, de la filière bois, de la filière aurifère. Et quand même, sur le point politique, parce que j'entends qu'on me dit on n'a rien fait. Il y a beaucoup de ceux qui disent qu'on n'a rien fait sur le domaine de l'or qui étaient les premiers à être aux côtés des écologistes pour mettre la Guyane sous cloche. Donc tout cela me fait doucement rire. Et vous savez que les électeurs, ils ont un peu de mémoire. Ils verront très bien ceux qui étaient à un moment donné pour ou contre le développement de l'orifère en Guyane, parmi ceux qui sont encore en métropole et qui ne sont même pas dans le débat public en Guyane. Et chacun fera ses comptes à ce titre-là. Nous sommes très sereins. Nous n'avons pas toutes les solutions, mais nous avons... Il est en train de vous répondre déjà. On a envie de passer à autre chose. J'ai été interpellée à plusieurs... On a envie un petit peu. Rapidement. S'il vous plaît, si vous arrivez. Bon, moi, on n'a pas la même posture, on n'a pas la même vision, M. Chongqing. C'est pour ça que vous êtes dans la majorité, je suis dans l'opposition. Lorsque vous concevez la région... De la région, une fois de plus. On a un débat très régional, finalement, ce soir. Quand on a deux conseillers régionaux, on a du mal à en sortir. Qui clarifient les positions et qui sont le prélude d'un programme à venir. Monsieur Chongqing parle de la région comme étant uniquement présente pour inciter au développement économique ou faire du développement économique. Moi, je parle de la région, de la future CTG, monsieur Chongqing, comme étant un outil, un opérateur économique. D'accord ? La région doit créer de l'emploi. Vous savez, ce millefeuille administratif là, qui est en train d'être simplifié, l'objectif de l'État, c'est de dire aux régions, et principalement et à la CTG, il va falloir maintenant que vous preniez vos responsabilités, que vous aidiez à l'effort national de réduction des dépenses publiques, etc. Ce n'est pas nouveau. Et il faut à un moment donné que notre territoire, et la CTG, qui sera l'un des organes principaux de ce territoire, se pose en opérateur économique, se pose en personne... Vous parlez de création d'emplois publics, là. Vous dites peut-être le celui qui crée de l'emploi. Non, mais juste une question simple. Vous parlez d'emploi public ou... Absolument. Nous devons créer... Donc il faut, monsieur, rajouter des agents... Non, monsieur, alors c'est quoi l'emploi ? Nous devons créer de l'emploi. Alors comment on crée de l'emploi ? Dites-moi, emploi public ou privé ? Dites-moi, oui. Parce que nous, on crée de l'emploi dans l'activité économique. Mais vous ne créez pas d'emploi. Le chômage, les chiffres du chômage sont ce qu'ils sont. Vous dites la région doit créer de l'emploi. C'est ambigu comme terme. La région doit se positionner comme opérateur économique. Là, on est d'accord. Non, mais laissez-moi... Là, on est d'accord. Que nous ne sommes pas forcément ici pour dresser le bilan de la région, Mme Létard. Mais je ne dresse pas le bilan de la région. Vous me dites comment vous allez faire. Mais nous serions à l'aise pour en parler. Moi, je me sens très à l'aise également pour en parler. Je vous dis comment nous allons faire. Il faut arrêter d'attendre la création d'emplois d'autres. Il faut que la région se pose... C'est pas ce qu'on a dit. Mais monsieur, permettez-moi de terminer. Oui, je vous en prie. Il faut que la région se pose en opérateur économique. Très bien. Exemple très clair, très simple. Encore un exemple.
Très simple. Le dernier, La allez-y. compagnie minière de Guyane, par exemple, c'est un projet, vous le connaissiez, Monsieur Chanksit. L'idée, c'était que la CTG, la région à l'époque, mais la CTG aujourd'hui, soit actionnaire de cette compagnie minière de Guyane, d'accord? Et étant actionnaire de cette compagnie minière de Guyane, les bénéfices tirés de notre sous-sol reviendraient en priorité à la région. Et au-delà de C'était pas cela, le projet, malheureusement. Monsieur Chanksit, et au-delà de cela, il y aurait de la création d'emplois. Au-delà de cela, moi, je vais développer ce On va en projet. discuter de la compagnie minière. Je le connais bien mieux que vous, monsieur Alors, Chanksit. Ça, Et ça, vous le en savez. présumez. Alors, on va s'il vous changer plaît, les choses. messieurs On va et madame, résumer les conseillers régionaux, Et ça, vous le savez. monsieur Non, et mais madame, les ça, conseillers c'est votre régionaux, avis, hein, on aimerait entendre nos Et autres je invités sais. et ne pas Et je rester sais. sur un débat régional. On va changer de chapitre, si vous le voulez bien, parce qu'on parle du chômage, on parle de l'emploi, mais il faut aussi pouvoir se loger. Ce qui est particulièrement compliqué dans notre pays et singulièrement dans l'ouest de la Guyane, D'où la mais pas question du seulement. foncier. D'où la Mais pas question du seulement. foncier, centrale de toutes les politiques On publiques. sait qu'il faudrait sortir quasiment 6 000 logements par an. On en est loin. Les bailleurs sociaux On sont sait en crise également que on a beaucoup de situations de terrains occupés illégalement. On a beaucoup de situations de squattérisation, de logements occupés illégalement. Comment faire pour ne pas se retrouver en situation de devoir déloger des gens déjà installés et de pouvoir loger tout le monde de façon décente avec des bailleurs sociaux qui sont en difficulté. On a vu le cas de la Sigui. Et une population en pleine croissance. En pleine croissance. Qui prend Monsieur Changalon. Oui, je crois qu'à un Allons-y. moment donné, même si effectivement pendant un certain nombre d'années on disait qu'on allait pleurer pour l'État, qu'on veut ci et ça, à un moment donné, le foncier, il appartient à l'État aujourd'hui. Les collectivités ne sont pas en possession du foncier. À un moment donné, il faudra s'asseoir autour de la table avec l'État pour qu'on puisse... Pour renégocier effectivement sur le foncier. Quand je dis Ça le s'est jamais foncier, fait, que ce ça soit Ça le s'est jamais sol fait et le sous-sol, pas uniquement... Ça n'a pas porté grand fruit jusqu'à maintenant? Alors, Toutes les il y collectivités avait ont voté avant une deux délibération à ce collectivités. sujet-là. Effectivement, l'État La région, le envoyait toujours département et... Oui. à la région. Quand la région y allait, on renvoyait au niveau du Conseil général. Demain, nous aurons une seule collectivité, donc un seul interlocuteur. Et parce qu'à chaque fois, l'État renvoyait. Quand la région venait, on renvoyait au Conseil Mais général. là, on a une posture unanime depuis peu. Voilà. On a une Donc posture aujourd'hui, unanime, je mais crois qu'il y a il y a effectivement une différence ce débat à fondamentale, avoir et monsieur ces négociations à avoir avec l'État sur ce foncier. Sans ce foncier, on ne pourra pas avoir Quels sont les arguments à développer qui jusqu'à présent n'ont pas porté? Quels sont les arguments qu'il faudra développer demain pour que ça puisse faire mouche et qu'on puisse débloquer la situation? Il faut apposer, si vous permettez, à cette demande de foncier des projets économiques. L'État est propriétaire de 95% de ce territoire. Ce n'est pas nouveau pour la Guyane, ce n'est pas nouveau pour les élus guyanais, c'est vieux comme Hérode. Pourtant, à chaque fois qu'il y a eu des demandes, il y en a eu récemment à la région, c'est une demande à laquelle j'ai répondu bien sûr positivement, mais cette demande ne sera pas acceptée, vous n'avez pas reçu de réponse positive, enfin je peux dire nous n'avons pas reçu de réponse positive. Vous associez quand même de temps en temps. Non, mais enfin, bon, Parce que ces demandes n'étaient pas l'intérêt accompagnées. de la Guyane, je crois que c'est unanime. Aucun candidat ne viendra vous dire ici qu'il ne nous faut pas le foncier. Mais pourquoi l'État ne nous accorde pas le foncier au-delà d'habitude, de l'habitude d'être propriétaire de ce foncier? C'est parce qu'à ce foncier, il faut y accoler un projet économique. Et lorsque je parlais tout à l'heure de la compagnie minière de Guyane, je peux parler de la compagnie de Guyane, des carrières de Guyane, je peux parler. Mais lorsqu'on demande à l'État du foncier, il faut y associer un projet économique. Parce que l'État ne peut pas nous dire, d'un côté, nous ne pouvons plus supporter des dépenses supplémentaires, nous ne pouvons plus abonder de manière supplémentaire dans le territoire, et refuser de nous donner une partie de ce territoire lorsqu'il y a un projet économique qui va générer des recettes et de l'emploi pour ce territoire. Donc moi, je pense que les demandes sont mal formulées. Il ne s'agit pas juste de demander. On a déjà demandé et on n'a jamais obtenu. Il faut on a obtenu. Il faut les Nous avons obtenu déjà presque plusieurs dizaines d'hectares pour l'agriculture. Donc ce que dit Madame très récemment. Ah bon, c'est passé où ça? C'est passé dans les commissions à la région, ça a été délibéré. Ah bon. On a installé des dizaines d'agriculteurs qui vont pouvoir exploiter. Vous pourrez vérifier. Je veux bien vérifier parce que là, je n'ai pas cette information. J'ai pas une parole publique, mais vous vérifierez, je suis très serein là-dessus. Des agriculteurs se sont... Ah d'accord. Des agriculteurs sont installés. Et vous savez qu'en fait, cette question du foncier, c'est pas de l'incantation en effet. Et là où je rejoins Mme Létard, c'est que pour convaincre l'État, il faut lui apporter des solutions qui soient dynamiques. Et c'est pour ça qu'on parle de structuration des filières. Vous savez que sur le foncier de l'État, on fait un constat maintenant en fin de préparation de la CTG.
Je co-préside avec Fabien Canavi la commission mixte ad hoc. Dès les débuts de nos travaux, et là c'est de manière pluripartisane, j'allais dire, transversale, M. Canavi sera candidat contre Rodolphe Alexandre. Pourtant, nous avions sur cette question-là une approche et une parole commune. On s'est aperçu que le foncier non concédé et non exploité de l'État ne produit pas de recettes fiscales, ce qui est une dérogatoire au droit commun et qui préjudicie aux collectivités de Guyane. Si vous structurez les filières, que vous arrivez à obtenir pas à pas, eh bien que ce foncier soit rétrocédé, comme on l'a obtenu déjà pour l'agriculture, eh bien ce non concédé, non exploité n'existera plus. Ça va générer également de l'imposition de l'État qu'il ne paye pas jusqu'à présent. Donc il faut avancer pas à pas. Vous savez, ceux qui ont pour posture de se dire les choses vont être simples, il suffit de volonté politique, il faut de la volonté politique. C'est le préalable. Il faut aussi du travail. La croissance démographique, elle n'avance pas à pas, elle avance de façon exponentielle. Non, mais justement, là encore, c'est un problème que l'État devra régler. Parce que la dotation globale de fonctionnement qui est assise sur les données de l'INSEE, on parlait de l'Ouest tout à l'heure, l'on sait très bien que les critères d'appréciation de l'INSEE tels qu'ils existent en France hexagonale et appliqués de manière linéaire en Guyane ne sont pas adaptés à la réalité de notre démographie. Elles datent. Ça préjudicie sur la DGF. Donc les retards structurels ont aussi leur cause et leur résonance dans les systèmes dérogatoires qui préjudicient la Guyane et dont l'État ne veut pas entendre parler, même à l'occasion de la CTG. On a une proposition par rapport aux statistiques. Allez-y, on a une proposition pour justement avoir les bons chiffres, c'est de créer un observatoire territorial des statistiques, parce qu'on se rend bien compte, effectivement, vous l'avez dit, que les chiffres que l'INSEE nous produisent ne sont pas sous-évalués, et donc que la CTG puisse avoir son propre observatoire avec des créations d'emplois, même s'ils sont que du tertiaire pour l'instant, mais permettre justement à la CTG d'avoir les chiffres qui soient les plus... Êtes-vous en train de réclamer des analyses beaucoup plus fines de la part de l'Institut national? On l'a déjà fait. Moi, quand j'étais élu à la mairie de Cayenne, on avait déjà ce débat-là avec l'INSEE. Sauf qu'ils sont dans la dynamique de l'uniformité. Quand vous êtes maire d'une commune ou président d'un EPCI, vous apercevez bien, sans être un grand devin, que la consommation en termes de déchets, que l'utilisation en termes d'électricité, d'eau, fait que les populations qui sont répertoriées par l'INSEE sont minorées de 20 à 35%. Vous ajoutez à ça l'habitat insalubre qui n'est pas du tout pris en compte dans l'INSEE, ou sauf à la marge. Et vous voyez qu'on a un vrai problème de dotation par rapport à la réalité de notre territoire qui n'a pas d'équivalent en France hexagonale. Madame Mathias, on ne vous a pas encore entendu sur cette question. Rapidement. Sur le foncier. Sur le foncier. Comme a dit monsieur Chonxit. Vous êtes d'accord? Oui, on ne peut pas venir sur ce plateau, comme il dit, et dire qu'on ne peut pas revendiquer ou demander à l'État le foncier. Et les propositions ou les projets de la liste que je représente rejoint un peu celle de... Mais le bon sens peut être partagé par tous. Hein, voilà. savez, hein. Donc il faut reconnaître, on est Guyanais avant tout. Hein. On peut ne pas être du même bord. Mais... Non mais c'est vrai. C'est un deuxième tour, c'est pas pas. Non mais vous voyez, c'est une façon de faire la politique qui, à mon avis, peut-être vous surprend. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes étiquettes qu'on a que des bonnes idées qui sont universellement reconnus par chacun des candidats doivent être discutés avec précaution. Ça me semble être un constat unanime. On laisse Mme Mathias terminer, s'il vous plaît. Je fais juste un petit comeback sur l'emploi. Ah oui, vous faites un comeback, oui. Oui, mais un petit comeback, c'est pour noter ceci. Lorsqu'on ouvre le journal, il y a quand même des emplois dans ce pays. Et ces emplois, ils paraissent où? Dans quoi? Il y a des gens qui viennent de métropole, j'aime pas ce terme, qui viennent de France pour des emplois ici. Lorsque vous ouvrez le journal, le France Guyane, le seul que nous ayons, notre quotidien, vous allez offre d'emploi. Aujourd'hui, il n'y a qu'une offre d'emploi. Bon, à côté, la page à côté, vous avez quand même une grande page sur les gadons, etc. Et après, vous retournez les pages, vous avez 4 pages sur les courses hippiques. Pourquoi ne pas mettre en place une plateforme régionale des offres d'emploi? Ça fera plaisir à notre confrère France Guyane, ça. Voilà. Alors, messieurs, dames,
On va vous remercier. On a fini de débattre pour ce soir. Cette émission touche à sa fin. On vous propose quelques secondes pour pouvoir conclure et dire à nos téléspectateurs ce que vous voudriez qu'ils retiennent ce soir. On commence par vous, M. Shanksy. Mais écoutez, nous allons en campagne avec beaucoup d'enthousiasme. D'ailleurs, je profite de votre antenne pour inviter tous nos compatriotes de tout le territoire à venir nous rejoindre vendredi soir pour la présentation officielle de la liste Guyane Rassemblement à Conso à 18h30. Séquence pub. C'est pas de la publicité, c'est un rendez-vous citoyen. Nous n'avons rien à vendre, que des idées. Donc il n'y a pas de publicité qui puisse être qualifiée en l'espèce. Donc nous défendrons dans cette campagne le bilan. Et vous savez que la CTG, c'est pas le bilan de la région, puisque nous avons la conscience que... Il me reste 15 secondes. En 2 mots, Madame Félix, Monsieur Charles-Nicolas, nous allons en campagne avec beaucoup d'enthousiasme. Nous ne sommes pas pénalisés par quelque arrière-pensée que ce soit politicienne. C'est un rendez-vous citoyen historique pour notre pays. Et j'invite tous les électeurs à participer au débat public avec beaucoup d'entrain. Lynn Létard, vous avez 15 secondes. Bien sûr. Alors, en toute amitié, en toute honnêteté, j'ai envie de dire à la population guyanaise que je suis particulièrement fière de porter cette liste Walwari, APC et Guyane Écologie, que nos projets qui concernent la Guyane vont être présentés très très bientôt à l'ensemble de la population guyanaise et pas un élu en particulier. Nous avons pour objectif le développement économique de ce territoire. Nous avons à cœur sa jeunesse, nous avons à cœur la solidarité, l'équité, l'accompagnement de toutes les générations. Nous paraît. Très bien. Monsieur Chagalong, c'est à vous. On vous a repris votre terme, on dirait. Donc, vous aussi. Oui. Donc, Alain Chenglong et la population souhaitent effectivement qu'il y ait un nouveau cap pour la Guyane, une politique audacieuse et ambitieuse, fondée sur des relations résolument plus constructives et sans doute plus fermes avec des instances de décision, qu'elles soient locales, centrales ou européennes. Il est grand temps que nous parvenions avec un plan pour l'avenir de nos jeunes, à faire reconnaître nos aspirations légitimes, nos réalités guyanaises pour un développement adapté et circonstancié d'une Guyane pour tous. Merci, M. Chagalong. Madame Mathias. Pour la liste que je conduis, qu'est-ce que dire? Vous êtes de liste? Vous conduisez la liste? Non, que je représente. Je ne conduis rien du tout. C'est M. Budor, bien entendu. La liste que je représente, nous nous battrons pour la jeunesse, bien entendu, parce que je tiens vraiment à cette jeunesse, pour la jeunesse, le développement économique, puisque c'est ce qui est également important, l'amélioration du quotidien de la population. Et puis, bien évidemment, M. Budor, en son temps, invitera la population dans le cadre de la présentation de son programme. Merci. Merci, mesdames. Merci à tous les 4. Messieurs. Merci d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nadine, merci encore. Merci José, merci à tous. Nous avons reçu durant ce mois quasiment toutes les forces politiques de Guyane. La semaine prochaine, nous aurons avec nous des candidats, puisque d'ici une semaine, toutes les listes seront connues et toutes les têtes de liste aussi. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Très très bonne soirée à tous.